bonjour à toutes et à tous. Un plaisir de revenir à 1618. Je me présente, je suis Éric Brionne, je suis le DG du Journal du Luxe et on va parler pendant une bonne heure sur la question fondamentale de la transparence. Une transparence qui est un sujet clé, pas simplement sur le prisme sustainable, j'ai envie de dire d'un point de vue global. Vous avez remarqué que en ce moment, il y a un changement de paradigme dans le luxe assez intéressant où la période logomania, la période, on va dire, bling, est en train de disparaître assez violemment. Et, elle est remplacée par cette aspiration au quiet luxury, qui peut avoir des vertus sustainable. Et qui dit quiet luxury dit forcément qualité. Et on va voir justement que communiquer sur la qualité, c'est extrêmement complexe. En plus, si tout le monde communique sur la qualité, on va avoir un océan de similitudes qui pose une vraie complexité. Et que justement, la transparence, pas feinte, pas mise en scène, supportée par des labels, supportée par de la technologie, ma foi, renforce à la fois du storytelling, mais pose une question fondamentale qui est la question de la confiance. Aujourd'hui, est-ce que les clients du luxe ont confiance par rapport à ces discours ? Justement, on a parlé de greenwashing. À un moment donné, j'ai envie de dire, le seul antidote au greenwashing, c'est cette transparence. Et c'est pour ça que, on a construit cette table ronde où vous allez avoir différents acteurs, mais je pense qu'on va avoir tout le prisme du sujet ici. On va avoir des acteurs de l'ordre de la certification, de la norme. En effet, à un moment donné, la transparence demande de la mesure, c'est fondamental. Nous allons avoir des agences conseils, justement. Une transparence, ce n'est pas quelque chose forcément de naturel, surtout on est quand même sur un point où notre secteur, le luxe, n'a absolument pas vécu dans la transparence. Il a confié la transparence, il aime le storytelling, il aime les tours d'ivoire, et ma foi, on va voir comment conseiller la transparence, comment ça va bouger en interne sur le sujet. Et ma foi, le troisième pilier, qui est en tout cas, je pense, un pilier fondamental, c'est la technologie. Moi, j'ai eu le plaisir d'écrire il y a quelques mois Luxe et Digital, livre collectif. Et justement, on le voit que le meilleur allié pour le luxe en termes de sustainability, qui peut être aussi son pire ennemi. Alors là, c'est un autre versant sur la consommation liée aux réseaux sociaux, mais en tout cas, pas de promesses écologique, pas de confiance sans une technologie au service justement de la transparence. Et on verra à quel point, je sais qu'elle a été citée dans la dernière table ronde, à quel point la blockchain, entre guillemets, la blockchain aujourd'hui, c'est le symbole d'une confiance qu'on ne peut pas trahir, et on va creuser ces sujets. Alors, j'ai le plaisir du coup d'accueillir Elisa, alors je vais être terrible sur la prononciation, Nietietsov, voilà, vice-présidente BCR, excusez-moi, Sarah Serrange, responsable communauté chez Bilabel France, donc Bicorp. Alors j'aime beaucoup votre formulation, responsable de communauté. On va voir justement que, et ça c'est extrêmement intéressant, c'est que maintenant, voilà, quand on entend norme, on a un peu peur, là-dessus, on n'associe pas forcément norme et communauté. Et là, je trouve extrêmement intéressant, et ce qui montre à quel point l'idée de norme évolue. Et puis nous avons Aurélien Sautière, donc directeur exécutif FSC France. Voilà. Et mon vieux complice, on était à Cannes la semaine dernière sur un autre sujet complètement différent, même si on va en parler un petit peu, parce que forcément, qui dit transparence dit data. Je pense qu'on parlera aussi forcément un petit peu d'IA, où la question de la transparence et de la confiance, de la qualité de la data sont des éléments fondamentaux. Donc Pierre-Nicolas Hersel, CEO cofondateur d'Ariani. Donc bienvenue à tous, et en toute transparence, c'est normal, nos amis ont eu les questions.
présentation à 23h20 hier, donc ils n'ont pas eu vraiment le temps de travailler. Donc vous voyez, c'est normal, on va s'appliquer à soi-même, sinon on ne serait absolument pas crédible, on est bien d'accord. Bien, je vais commencer tout de suite par Elisa. Elisa, bienvenue. Ma première question, c'est expliquez-nous BSR. Qu'est-ce que c'est cette agence et je crois dans ce cœur, c'est comment on arrive à conseiller sur ce prisme de la transparence. Oui, merci Eric. Donc, je suis Elisa Niemzo. Donc, la prononciation était presque, mais très presque, bien. C'est pas mal. Je suis vice-présidente chez BSR. BSR est une organisation à mission. Nous travaillons avec notre réseau d'entreprises membres pour travailler en faveur d'un monde plus durable, plus juste. Nous existons depuis plus de 30 ans. On a été créé aux États-Unis, mais on est implanté en France depuis 20 ans. Et moi, je supervise tout le travail qu'on fait avec nos entreprises dans le secteur biens de consommation et surtout le luxe. Et nous travaillons donc sur ces questions qui sont vraiment dans l'air du temps liées à la transparence, mais vraiment à tous les enjeux de la RSE et du développement durable. Nous avons un groupe de travail chez BSR qui est le Responsible Luxury Initiative, qui rassemble beaucoup d'acteurs du luxe, donc Richemont et Cartier, LVMH, Chanel, Ralph Lauren, etc. Le sujet de la transparence est un grand sujet. Je pense qu'en termes de driver, naturellement, il y a le contexte réglementaire. Donc, par exemple, la loi AGEC qui, tout d'un coup, va rendre obligatoire pour une maison de luxe de partager des informations sur ses matières, sur où est-ce que le tissu a été tissu, où est-ce que le produit a été cousu, etc. Et ça, c'est une révolution. Donc aujourd'hui, si on va sur le site, par exemple, de Balenciaga, on regarde pour un produit le Product ID, on clique, et puis on va voir, ce produit, le tissu a été teint en Italie, fait en Italie, la recyclabilité, etc., etc. Donc, on a ce contexte réglementaire et pour moi, une des grandes questions qui se posent, c'est tout ça sert l'entreprise. Donc, la traçabilité est très importante pour l'entreprise en termes de connaître ses risques, de maîtriser les risques, de mesurer son impact, éventuellement de transformer cette connaissance en opportunité de créer des changements positifs. Mais pour la cliente, en fait, qu'est-ce qu'elle en a à faire? La cliente qui va aller cliquer, savoir regarder, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on transforme ces données en une expérience du rêve, de l'émotion. On avait, comme Eric vous avez très bien dit, l'opacité avant était liée un petit peu à ce rêve luxe et on ne se posait pas la question. Aujourd'hui, on met tout en lumière. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on maintient ce storytelling, ce rêve, etc. On pourra parler peut-être de quelques exemples de maisons qui commencent à faire de belles choses, mais je vais m'arrêter là pour le moment. J'ai une petite question juste management. Ici, vous citiez de Balenciaga. Voilà, c'est-à-dire que quelque part, cette transparence, question managériale, est-ce qu'il faut un créateur parce qu'il l'est, Demna, investi sur ces sujets, et quand le créateur n'est pas investi, est-ce que ça marche? Alors Eric, vous avez mis le doigt sur le sujet que j'entends moi des maisons avec lesquelles je travaille. C'est que si la transparence ne fait pas partie d'un projet qui est porté par les acteurs clés, et le directeur créatif en est un de la maison, ça ne peut pas marcher, parce qu'on n'aura pas défini transparence et traçabilité, dans quel but, à part le but réglementaire ou maîtrise des risques, mais dans quel but par rapport à la maison, par rapport au projet, aux stratégies de la marque. Donc effectivement, aujourd'hui, on a des demandes, mais comment est-ce qu'on arrive à engager tous les acteurs qu'il faut engager et que ce soit un projet en cohérence totale avec la stratégie de marque. On voit un et aujourd'hui, c'est la question. C'est la question de la culturation. Voilà. On voit qu'il y a un gros projet, enfin, c'est pas un gros projet, c'est LVMH qui vient d'annoncer un gros programme de formation. Ça veut dire que vous, sans le citer bien sûr, vous formez parfois des créateurs sur ces sujets-là ?
Alors, le créneau de BSR est moins sur cette formation créateur, mais on va au contraire travailler avec les équipes développement durable et avec d'autres fonctions pour se poser les bonnes questions. Comment est-ce qu'on embarque toutes les fonctions qui doivent être embarquées sur ces questions-là? Quelles sont les best practices? Quels sont les exemples qu'on peut déjà regarder et apprendre? Donc, moi, je pense notamment à l'exemple de Chloé, qui est membre Bicorp, avec son programme vertical, avec son Digital ID. Et là, ce que je trouve très chouette, c'est qu'il y a un véritable storytelling dans la transparence, dans la chaîne de valeur, avec par exemple les produits en cuir élevé en France. Je pense qu'il y a un label aussi patrimoine vivant. Mais il y a un avantage client, c'est-à-dire que la cliente récupère un certificat d'appartenance, d'authenticité, avec un lien direct sur Vestiaire Collective pour encourager la seconde main. Donc, il faut aussi que la cliente puisse avoir cet avantage, comprendre à quoi ça me sert moi, en fait, par rapport à cette transparence qui est proposée. Question justement, que ce soit par rapport, on va dire, vos labels, pour faire court, vous êtes au contact des créatifs. Comment on parle à un créatif de ces sujets-là, comment on l'embarque? Alors, je pense qu'en effet, il y a des créateurs engagés, là c'est simple, mais quand l'engagement n'est pas là, quels sont les mots que vous trouvez? Comment vous amenez cette force? Quand il s'agit des sujets un peu de développement durable, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une certaine importance de parler de nouveaux récits pour les créateurs et les créatrices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour du coup imaginer le futur et réussir le storytelling, il y a un enjeu face aux crises climatiques, aux crises sociales, aux crises économiques, d'aller sur un récit qui ne soit pas le même récit qu'on a pu avoir traditionnellement. Donc c'est surtout avec cette approche un peu innovante qu'on essaye d'encourager du coup les créateurs à se saisir des enjeux de développement durable et justement à aller vers des initiatives comme le vertical du coup de Chloé, comme du coup les engagements de Gagny sur leurs pratiques de décarbonation ou encore sur les programmes de recyclage d'autres entreprises. Et c'est simple. Alors, quand on a une marine serre, c'est simple, c'est naturel entre guillemets. Mais quand on est face à un créateur une créatrice d'une autre génération, comment ça se fait? C'est la maïotique entre guillemets. Ça demande du travail. De la patience et de l'humilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer du jour au lendemain des pratiques, des modes de pensée et des habitudes qui sont là depuis plusieurs années, voire des dizaines d'années, voire plusieurs générations pour les maisons les plus anciennes. Il faut de la patience, de l'humilité et surtout de la confiance, de se dire qu'en échangeant et en collaborant, et c'est pour ça que le mot communauté au sein du label Bicorp est aussi important et je pense qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Ouais. Mais effectivement, c'est en travaillant ensemble qu'on arrivera à aller vers ces nouveaux récits qui du coup seront co-construits et qui s'assureront de ne pas laisser des voix à l'extérieur qui mériteraient d'être portées et des messages qui mériteraient d'être entendus. Pareil sur FSC, je sais que la dimension... donc déjà, est-ce que vous savez ce qu'est FSC et je sais qu'il y a une dimension extrêmement importante par rapport à la scénographie. On sait l'importance du défilé qui est un moment clé. Comment on arrive à sensibiliser les communautés créatives à vos exigences? Alors, peut-être que FSC, ça ne parle pas à tout le monde. Allez-y. FSC, c'est 3 lettres qui veulent dire Forest Stewardship Council. Donc nous, on s'intéresse à la forêt, en fait. Et la forêt, en fait, vous la voyez partout ici sans vous en rendre compte. Si vous êtes assis, vous avez des accoudoirs en bois, en fait. Là, il y a du bois. Sur les marches, il y a du bois. Là, il y a du bois. Il y en a partout, en fait. Et dans le monde du luxe, de la mode, il y en a partout. Vous parliez des scénographies pour des podiums, par exemple, mais aussi sur les vêtements. Vous savez peut-être que la viscose, ça vient des forêts et que la viscose se développe beaucoup. Vous en avez, pourquoi pas, dans le Champagne, sur du bouchon en liège. Vous en avez partout, en fait, dans vos métiers. Et donc, votre métier aussi a un impact important sur la forêt. Vous savez peut-être que la forêt, on a un peu tendance, des fois, à se dire que c'est un puits de carbone et qu'il suffirait de planter un arbre, de recouper, etc. Et puis c'est bon, on aura une politique RSE à peu près propre sur la forêt, et puis ça suffira, puis tout le monde sera content. Ça marche plus trop, ça peut encore marcher pour le grand public, vaguement, mais ça marche plus du tout avec les ONG, en fait. Et avec les citoyens, et notamment les jeunes générations qui s'intéressent à ce genre de choses.
La forêt, c'est 80% de la biodiversité terrestre dans le monde. C'est ce qui nous permet de respirer, c'est 50% de l'oxygène qu'on respire, le reste vient de la mer. C'est des sols qui nous protègent des avalanches, etc. Donc c'est assez fondamental pour ce qui va nous arriver. Et donc de plus en plus les entreprises, du luxe mais aussi d'autres secteurs, mais le luxe de plus en plus, on le voit là depuis 3 ans. Nous on travaille en partenariat par exemple dans le luxe avec L'Oréal, Chanel. LVMH est en train de nous rejoindre aussi sur ce travail-là. Elles prennent conscience en fait de cette nécessité. Donc là, désolé pour cette voix un petit peu triste qui fait peur sur ce qui est en train de se passer et sur la nécessité en fait et le fait que les entreprises s'y mettent. Un petit peu plus joyeux sur le fait de créer une communauté en fait et de créer du récit. Nous, on essaie de convaincre de ça. On est nous à la fois une ONG et une certification. Donc une ONG qui est composée de représentants d'entreprises, gestionnaires forestiers jusqu'aux distributeurs en passant par les industriels et les négociants, notre chambre économique. Une chambre sociale dans laquelle on va retrouver des travailleurs, des représentants des peuples autochtones. Et une chambre environnementale dans laquelle on va retrouver des ONG comme WWF, France Nature Environnement pour la France, et puis des ONG partout dans le monde qui ensemble définissent les normes. Et ces normes, c'est la certification. Certification des forêts, certification de traçabilité et certification projet. Pourquoi pas, si on veut faire un défilé certifié FSC, on peut mettre en place cette certification spécifique. Je vous invite à le faire si vous avez un défilé qui arrive. Donc ça, c'est le côté collectif en fait, qui a créé cet outil. Ce côté collectif est extrêmement puissant parce que c'est pas un label d'entreprise, c'est pas non plus un label d'ONG. C'est un label de tous en même temps, du développement durable, les 3 en même temps, social, environnemental, économique. Et je pense que c'est ça qui apporte aussi une certaine forme de transparence à la base, dès la gouvernance en fait. Parce que quand on fait une assemblée générale tous les 3 ans d'AFSC international, tout le monde vient donner son avis et essayer de pousser son avantage quand on a une ONG, une entreprise, pour que le label s'améliore, soit mieux adapté à son secteur, etc. Pour répondre un petit peu à des choses un petit peu plus fun, justement, on essaye de créer cette communauté dans le monde du luxe. Vous le disiez, le monde du luxe, c'est pas forcément, et désolé de le dire, le monde qui a été le plus en avance sur ces sujets-là, jusqu'ici. Je dis depuis 3 ans, on a des entreprises qui travaillent avec nous. Dans d'autres secteurs, ils sont allés beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, depuis beaucoup plus longtemps. Simplement, le luxe a une puissance, particulièrement en France, pour faire bouger les choses. Donc je suis ravi qu'on voit que les choses commencent à bouger depuis 3 ans. Et ce qui est intéressant avec le luxe, c'est que quand ils s'y mettent, ils s'y mettent. Donc quand vous y mettez, vous y mettez. Parce que vous avez des capacités aussi en interne de bien définir en fait les enjeux et de vous lancer sur des choses assez puissantes en termes de RSE, de transparence, de traçabilité, etc. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est créer cette communauté. On a fêté nos 25 ans, nos 15 ans, pardon, en France. FSC International à 25 ans, mais nous, on a 15 ans en France. Et on a essayé de faire une exposition. On a fait intervenir Alice Audouin, qui nous a permis en fait de faire intervenir différents artistes, de nous expliquer le lien entre l'art et la forêt, parce qu'il faut pouvoir toucher l'émotion en fait. Je crois que pour le citoyen, pour vos consommatrices, ce lien émotif via l'art est assez fondamental. Et je pense que ça, c'est un média particulièrement intéressant pour justement toucher à la sensibilité des gens. Et pas être dans l'écologie chiante, pardon pour le mot, qui va saouler tout le monde. L'idée, c'est au contraire de motiver en fait, les gens, de motiver vos consommatrices et de montrer en fait, ce que vous faites concrètement. Comment vous expliquez ce relatif retard? Parce que c'est vrai que quand on étudie les discours des CEO des groupes de luxe, il y a 20 ans, on parlait déjà de sustainable, alors que le sustainable n'était pas une question. Est-ce que c'est le rapport à la norme qui explique ce retard? Et finalement, j'ai envie de dire, on va parler forcément de digital. 2016, un luxe à la traîne en termes de digital. Et aujourd'hui, un luxe qui est quasiment à l'avant-garde sur tous les sujets. Alors, est-ce qu'on va avoir ce chemin-là, un peu comme le digital? Oui, je pense. Alors, nous, on a... J'ai pas forcément envie de citer des marques qui ont envie d'être discrètes dans le travail qu'elles font avec nous. On a des marques qui travaillent en fait depuis longtemps avec nous, mais qui n'ont pas forcément envie de mettre en avant en fait le travail qu'elles ont fait avec nous, parce que le label en fait c'est la marque. C'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure.
Ça, c'est en train de changer. Elles ont besoin aussi d'avoir de plus en plus un label qui va au-delà de la marque. C'est pour ça qu'elles s'engagent de plus en plus aussi sur de la communication avec nous. Le retard est relatif et ça dépend des marques. Il ne faut pas généraliser parce qu'il faut qu'on se comprenne. Mais il y a quand même des marques qui sont plus ou moins avancées depuis quelques temps. La difficulté, c'est entre une communication où on dit qu'on veut être sustainable, c'est très bien. Mais après, il faut prendre des actes. Encore une fois, planter, couper un arbre, ça c'est facile. Il suffit de donner un petit peu d'argent et d'être mécène. On a fait de la com RSE assez rapide et c'est réglé. La difficulté, c'est les value chain en fait. La difficulté, c'est ce que vous disiez, hein, avec des normes qui sont de plus en plus précises. Les normes sont en train de monter en gamme, pas seulement au niveau français, mais au niveau européen. Les entreprises se rendent compte que c'est là l'enjeu, en fait. C'est l'enjeu des value chain. Que ça soit sur la déforestation importée, il y a une norme européenne qui arrive sur la déforestation importée. Il faudra que tous vos produits qui ont un impact sur la déforestation soient compatibles avec cette norme fin 2024, demain. Vous avez parlé de la norme GIEC. On peut aussi parler du devoir de vigilance, une réglementation européenne qui a été validée, je crois, hier là-dessus. Et puis la norme européenne sur le greenwashing, qui est en train d'arriver, qui définit un petit peu ce que doit être un bon label, etc. Donc, entre le besoin du citoyen consommateur et en plus les normes qui poussent, ben là, il faut travailler sur les value chains. Il n'y a plus de choix, c'est en avant. Et là, c'est plus dur. Il va y avoir du travail. Il faut pouvoir scanner beaucoup plus de choses que juste de faire une action RSE qui est bien visible et jolie, mais qui n'a pas forcément tout l'impact nécessaire. De chaîne à blockchain, il n'y a qu'un pas. Ariani, cette idée de blockchain pour le luxe, c'est l'idée, j'ai envie de dire, originelle. Mais au-delà de ça, ma question, c'est concrètement, techniquement, finalement, comment Ariani accompagne, au-delà de la blockchain, bien sûr, accompagne ce mouvement de fond de transparence réelle, tangible, applicable immédiatement. Alors, peut-être pour clarifier un petit peu, d'abord, Ariani, ce n'est pas une blockchain et ce n'est pas cantonné au luxe. Donc, on n'a pas du tout l'ambition d'être la blockchain du luxe. Ça, c'est la première chose que je dirais. Ensuite, je voudrais clarifier un petit peu les différentes utilisations possibles de la blockchain. Parce que quand on entend parler de cette technologie, on peut avoir tendance à se dire ok, c'est la solution magique pour avoir une transparence des flux amont et donc des chaînes de valeur. Et en fait, c'est pas vraiment la réalité. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? C'est une base de données dans laquelle on entre des choses et quand elles sont dedans, on est sûr qu'on ne peut plus les modifier. Et donc la source d'entrée est presque plus importante en réalité, animé, quoi. Voilà, est presque plus importante que le processus qui permet de garantir la confiance dans les données qui sont dedans. Or, une supply chain, soit on la maîtrise, on la connaît, on maîtrise ses flux, et à ce moment-là, je pourrais presque dire pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une blockchain pour la certifier cette donnée-là. Peut-être vaut-il mieux utiliser un tiers, un auditeur, voilà, quelqu'un qui va venir donner une voix extérieure, une voix indépendante. À l'inverse, quand on ne connaît pas ou qu'on a des problèmes de confiance dans sa supply chain, comment peut-on avoir confiance dans la personne qui va mettre la donnée à l'intérieur? Et donc, si j'ai des tiers en lesquels je n'ai pas confiance et que je laisse l'humain je dirais avoir un impact sur l'input de la donnée, bah, finalement on peut se retrouver avec des risques d'avoir des choses qui sont certifiées qui sont de mauvaise qualité. Donc pour qu'une blockchain soit utile dans une supply chain, il faudrait d'abord que cette supply chain soit intégralement digitalisée, que les relations entre les différents maillons de la chaîne soient numériques, cloud-based. Il faudrait ensuite que les entrées dans ce service numérique soient principalement réalisées par des technologies connectées de l'IoT, de l'Internet des objets, des puces, des vérifications, je dirais, non humaines. Et si donc on arrivait à avoir, grâce à de l'IoT, du cloud, une donnée de qualité, et qu'on la mettait dans une blockchain, on pourrait en être satisfait. Dans tout autre cas, bah, ça ne sert à rien. Donc, blockchain for supply chain, oui, peut-être, mais si IoT, cloud et blockchain on top. Voilà. Et généralisation, 100% du monde qui l'a. Donc c'est quand même pas gagné. En revanche, et peut-être aussi, il faut se rappeler que toutes ces réglementations, qu'on parle d'AGEC, on va parler
demain d'éco-design qui va amener le passeport produit, etc. Tout ça, c'est quand même fait pour éviter les landfills et les t-shirts à 2 € qui pourrissent. C'est pas fait pour des trucs de luxe qu'on va garder, revendre. C'est quand même fait pour traiter un problème massif de surconsommation d'objets de mauvaise qualité, et donc de mauvais recyclage et de mauvaise fin de vie. Et donc évidemment, il y a un impact pour les maisons de luxe qui se retrouvent sous le champ de la contrainte réglementaire. Et on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure, l'importance du designer. Le règlement Digital Product Passport, c'est dans le règlement éco-design. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pousser les gens à designer des produits de meilleure qualité, et ensuite de pouvoir dire qu'ils sont de bonne qualité, de permettre à ces produits, puisqu'ils sont de bonne qualité, à la fois d'être utilisés plus longtemps, mais aussi d'être recyclés correctement, ou en tout cas d'avoir une fin ou une seconde vie. Donc évidemment que le rôle du designer est clé dans ce processus-là. Donc, blockchain for supply chain, quand on n'a pas confiance, compliqué. Quand on a confiance ou qu'on maîtrise, pourquoi s'embêter avec une blockchain ? Et si on pourrait aussi parler de sobriété, si on a un système centralisé qui récupère de la donnée qu'on maîtrise, pourquoi rajouter par-dessus un système décentralisé ? Donc ça c'est une partie de la blockchain. Nous, ce qui nous intéresse dans l'utilisation de la blockchain, c'est plutôt son utilisation pour le client final. Donc en fait, nous, on a développé une technologie qui va venir à l'intersection de 3 grands enjeux, la transparence, la circularité et la relation client. Donc c'est-à-dire qu'on essaie d'être au milieu de ces trois problématiques-là. D'abord, une fois qu'on a compris ou qu'on sait expliquer comment on a fait un produit, comme vous le disiez, c'est peut-être pas la peine de tout expliquer, de tout raconter. Il y a plein d'éléments qui n'ont absolument aucun intérêt pour l'utilisateur. Il a sûrement envie de comprendre l'impact du produit, il a sûrement envie de comprendre son carbone footprint, il a sûrement envie de comprendre la qualité des matériaux, mais enfin, dans combien de temps il est resté dans cet entrepôt, quel est exactement ci ou ça, enfin tout ça c'est quand même un niveau d'indigestion pas possible. Donc entre le track and trace, entre la traçabilité et la transparence, il doit y avoir un moment de bascule. Donc, premier élément, comment est-ce qu'on peut utiliser cette technologie pour fournir des informations de qualité, éventuellement validées par des tiers, idéalement, je dirais plutôt validées par des tiers, et qui apportent quelque chose à l'expérience client, qui permettent de faire un choix plus éclairé, et qui ensuite permettent de poursuivre le cycle de vie, de réparer mieux le produit, un jour de le revendre plus facilement, éventuellement, mais c'est quand même très rare dans le cas du luxe, de le recycler. Donc ça, c'est la question de la transparence. Et donc cette transparence est connectée à la circularité, puisqu'évidemment, si j'ai les bonnes informations sur mon produit à un instant T, je suis dans une meilleure position pour améliorer et élargir sa durée de vie avec de la réparation, et dans une meilleure position pour le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre de façon plus simple, parce que je dispose de toutes les informations du produit et que c'est plus facile de le remettre en vente. Donc transparence, circularité, et puis relation client, parce que et nous, c'est un sujet qui nous touche beaucoup. C'est pour ça qu'on s'appelle Ariani, c'est le fil d'Ariane. Aujourd'hui, la relation client dans le monde numérique, elle est complètement intermédiée par les plateformes américaines. C'est-à-dire que on parle à quelqu'un à travers Instagram, et donc finalement, on parle au client de Facebook, et puis on loue cette donnée. Donc on est dans une bascule en fait du rapport à la donnée personnelle. Dans le monde d'avant, il faut soit collecter des emails, soit avoir plus de followers. Nous, on essaie de construire un monde dans lequel l'utilisateur collecte les données qui l'intéressent, en a la maîtrise sur son téléphone, dans ce qu'on appelle un wallet, et que c'est grâce à ça que la relation va se faire. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'équiper les marques avec les outils qui leur permettent de créer des pièces de données, des jetons qui correspondent à des produits, qui permettent d'être transparents sur la façon dont le produit a été fait et son impact, qui activent des services qui permettent de s'en servir plus longtemps et de lui donner une meilleure seconde vie, tout en maintenant le lien entre la marque et l'utilisateur d'une façon plus respectueuse et nouvelle
par rapport à la façon dont on gère des données personnelles jusqu'ici. Donc c'est une utilisation de la blockchain qui est complètement focalisée sur l'aval, complètement focalisée sur la relation client dans ce cycle, hein, et on parle souvent de circular customer journeys. Donc, à partir du moment où j'ai acheté quelque chose, je récupère cette donnée digitale qui est le passeport numérique, à travers ça je vais accéder à des services, je vais pouvoir réparer, je vais pouvoir revendre, peut-être un jour recycler, mais comme on travaille beaucoup dans les produits premium, c'est évidemment assez rare hein, que j'aille recycler un très beau produit. Et donc voilà, et donc pour clarifier, hein, blockchain amont-aval, donc nous aval, l'intersection, la transparence c'est important, mais c'est important aussi d'avoir accès aux services de sécurité. Et tout ça c'est de la relation client, c'est de l'engagement client, c'est une nouvelle façon finalement d'interagir, de raconter des histoires, de proposer finalement des services. Et ce passeport produit, si on regarde comment le régulateur l'envisage, ben, il l'envisage dans une dynamique d'éco-design et donc de pousser finalement à ce que les produits soient au final soit plus facile d'être transparents puisqu'on les a bien faits. On va parler du client. Alors toute transparence en dehors le BCG, mais BCG n'est pas là. Donc Elisa, vous allez hériter de la question sur le client. Forcément, vous êtes conseil. Aujourd'hui, les attentes des clients du luxe en termes de transparence, on sait que, je donnais un chiffre, le justificatif numéro 1 de la jeunesse chinoise, de la jeunesse chinoise pour acheter du luxe, c'est la qualité. Il n'y a pas de transparence en qualité, vice-versa. Aujourd'hui, concrètement, on en est où sur le client du luxe ? C'est une belle question qui est pleine d'incertitudes, peut-être de mythes. Eric, vous avez fait un super post LinkedIn en amont de ce panel où vous avez évoqué le mythe de la Green Eco Warrior Gen Z. Ça, on va en parler. Il faut qu'on en parle. C'est une question compliquée parce que je pense que quand on regarde les sondages s'accordent pour nous dire que les clients souhaitent de la transparence, sont prêts à changer de marque si elles ne sont pas satisfaites quant aux critères sustainability de la marque, si elles ne sont pas satisfaites sur la transparence, il y a des scandales, elles vont changer. Il y a certains sondages qui montrent qu'elles sont prêtes même à payer un petit peu plus cher. Le souci que j'ai avec les sondages, c'est que finalement, on peut toujours en fait faire un sondage pour dire ce qu'on a envie d'entendre. J'aime bien surtout dans le luxe. J'aime bien les études qui nous montrent concrètement des données de produits réellement achetés. Et quand on regarde, par exemple, je pense que le BCG a fait une étude assez récemment où il suivait un portefeuille produit. Alors c'est du household products, mais des household products vraiment labellisés plus sustainable, etc. Et on voit que les parts de marché augmentent, on voit que la proportion dans les paniers au checkout augmente. Voilà, ce sont des vraies données d'achat. Je pense que on peut dire plusieurs choses et pas se noyer dans les chiffres. C'est qu'à l'intérieur de chaque groupe d'âge, il y a toujours une cliente qui est plus sensible, voilà, qui est plus engagée, qui est plus green, qui vraiment va être à l'écoute, va être un petit peu plus experte. Je pense que vu l'ambiance actuelle, un peu le zeitgeist actuel, oui, on peut dire que les jeunes peut-être sont plus sensibles à ça, mais je pense qu'il faut pas. Il y a aussi ce mythe dont on va en parler parce que je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que dans l'acte d'achat, enfin surtout pour le luxe, je pense que ce qui va primer, c'est encore une fois, c'est la beauté du produit, c'est le rêve, c'est le désir, c'est l'égérie, c'est plein d'autres choses. Et là, tout ce qui est la partie sustainable, comme vous dites, doit rajouter de la valeur, doit soutenir ce partie du rêve, ce nouveau récit. Donc pour moi, le luxe moderne incorpore tout ce dont on parle aujourd'hui, mais ce n'est pas le premier vecteur qui va pousser les personnes à acheter, à part une proportion de gens qui sont extrêmement sensibles. Si on oublie l'âge 2 secondes en termes de géographie par rapport à ces attentes entre la Chine, le Japon, les États-Unis et autres, est-ce que du coup il y a une sensibilité différente ? Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une recherche de transparence sur des points spécifiques ?
Alors moi, j'étais assez étonnée d'entendre récemment de la part de plusieurs maisons qu'il y a une montée de sensibilisation de clientes en Chine, en Corée et au Japon. Et je trouve ça assez fabuleux. Peut-être qu'aux États-Unis, ce sont peut-être les clientes qui sont peut-être un peu plus à la traîne. Il y a aussi cette dimension locale qui est très importante parce que les attentes culturelles et du coup locales vont être un peu différentes. Donc peut-être qu'en Chine, on sera un petit peu plus attentif à l'aspect environnement. S'il y a des problèmes de qualité de l'air, on sera peut-être un peu plus attentif. Il y a aussi des attentes implicites quant à la partie philanthropie ou autre. Donc je pense qu'il faut bien comprendre le contexte local, adapter les discours à ce contexte et du coup avoir les bons outils parce que c'est vrai que sur les médias sociaux, par exemple, on peut peut-être rentrer dans ce niveau de granularité, l'événementiel, la relation client avec le sales advisor. C'est là où je pense que ça peut devenir intéressant pour bien comprendre et tester les messages. C'est impossible, je pense, de savoir d'emblée quels sont les messages qu'il faut marcher. Je pense qu'il faut passer par des phases de test. C'est ce qu'on avait vu chez BSR quand on avait travaillé ce sujet il y a déjà 6-7 ans en fait. Avec des grands changements, enfin de sensibilité par rapport au bien-être animal, où là on sent qu'on est sur quelque chose d'hypersensible et qui peut générer le bad buzz immédiatement. Et là, c'est des sujets qui génèrent un moins grand engagement, qui peuvent être sur des questions vraiment plus, entre guillemets, de biodiversité et d'écologie. En fait, voilà, le consommateur, quand on touche à l'animal immédiatement, je me rappelle d'un défilé dans le désert d'une grande marque de luxe que je ne citerai pas, avec un système de refroidissement absolument gigantesque qui finalement n'a pas créé bad buzz, on le croyait, puis finalement il est passé crème. Je pense que c'est fascinant de voir qu'est-ce qui va être plus ou moins sensible et je pense qu'il ne faut pas oublier que dans le luxe, moi je pars du principe que les clientes pensent que tout est déjà géré. Le point de départ pour moi dans le luxe, c'est bien sûr en fait que la maison, bien sûr, je paye ce sac 6 000 €, donc bien sûr, tout est nickel. Et en réalité, on le sait que c'est parfois le cas et qu'il y a aussi d'autres enjeux et que c'est un processus, comme on dit. Mais donc, implicitement, il y a déjà tellement d'attentes qui est là et donc les maisons ont peur de décevoir. Mais les clients considèrent aujourd'hui que tout ce qui est droits humains, impact, on va dire, de base, carbone, etc., c'est ce qu'on appelle table stakes. C'est fait. Et la réalité, elle est peut-être un peu plus complexe. C'est ce qui rend aussi les maisons timides quant à la communication. C'est vrai, j'entendais, il y a un fantasme Z sur une génération. Déjà, ça ne veut rien dire, une génération, parce que si les Z sont par essence pluriels, encore plus eux. Mais voilà, Greta Thunberg, tous éco-warriors, et en fait, quand on voit la réalité des chiffres, en effet, il y a eu une grosse étude, alors pas liée au luxe, mais liée à une consommation plutôt mode en Angleterre. On voit que justement, ceux qui consomment le plus propre, entre guillemets, c'est les grands frères, c'est les mioles, ils sont loin devant. L'exemple de Chine, qui fait le succès de Chine, au-delà du génie marketing de Chine, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même les Z. Donc, il y a un rapport très complexe par rapport à la chose. Il y a des tribus qui vont être totalement obsédées ici, mais est-ce que ces tribus-là sont consommatrices du luxe ? C'est une autre question. Donc là-dessus, on est sur quelque chose d'assez précis. Il y a quand même une tendance à aller vers moins de consommation. C'est-à-dire, il y a quand même toute une génération qui est en train d'être éduquée à l'idée qu'il faut arrêter d'acheter plus. Alors, l'avantage du luxe, c'est que acheter un produit qui dure plus longtemps, ça permet potentiellement d'acheter moins. Mais il y a quand même un sujet qui est au cœur de tout ça, qui est un peu l'elephant in the room. Mais tant qu'il s'agit de faire plus de 25% par an, c'est pas sûr que le problème puisse être réglé. On pourra toujours être aussi transparent qu'on voudra. Il y a un moment où, tant que l'ensemble du modèle constitue à produire et vendre plus et avoir des égéries qui attirent plus est-ce que finalement on arrive à atteindre des objectifs
plus raisonnable. Il y a quand même toute une génération qui est éduquée aujourd'hui au quotidien par leurs parents, par leurs écoles, etc., à comprendre qu'il va falloir faire attention. Attention à l'eau qu'on utilise, attention à ce qu'on achète, etc. Et donc, je pense que c'est là aussi que les questions de transparence et de circularité deviennent intéressantes, parce que si on n'arrive pas à avoir de véritables modèles autour de la seconde main, par exemple, c'est-à-dire que si demain, dans le PNL, dans la top line des marques, il n'y a pas une partie qui vient de là, est-ce que c'est possible de continuer, je dirais, d'accepter de croître un peu moins sur les produits neufs? Et donc en fait, tout ça devrait nous amener quand même à nous poser la question de passer d'un système qui ne fait qu'accroître les volumes à un système qui permet de créer de la richesse, des revenus ou de la valeur avec moins de stock produit. Alors moi, je ne suis pas du tout dans le jugement moral, templaire stratégique. J'observe le réel, qu'il soit positif comme négatif. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'on a quand même une chape de plomb du toujours plus. Quand Lina Situation fait, et c'est une étudiante, une de mes anciennes étudiantes, donc c'est pas pour le jeter à terre. Quand elle écrit toujours plus, c'est un sens. Quand on voit le détournement de la seconde main, entre guillemets, ce qui est terrible, c'est que la GenZ utilise la seconde main comme de la fast fashion, c'est-à-dire qu'un produit passe de plus de 10 mains l'un à l'autre. Donc c'est vrai quand on a un même produit qui passe de 10 mains, à un moment donné, le bilan carbone, il n'est pas terrible, entre guillemets. Si on le vend tous les 15 jours pour faire du réel... c'est mieux que 19. Hein. C'est une vaste question. Non, c'est sûr. Ça, c'est pas 80% de l'impact, c'est la matière. Donc on peut le prendre n'importe comment. Il vaut mieux que ça passe dans 10 mains. Et le problème, c'est qu'au-delà de ça, 10 mains, mais pour acheter du neuf aussi. Donc bref, le sujet est forcément complexe. Moi, j'avais du coup une question... Allez-y, oui, vous voulez... Oui, j'aimerais juste revenir sur les chiffres que vous disiez et sur le fait de parler de la génération Z, mais il y a quelque chose qu'on oublie quand on parle de génération, c'est que cette Gen Z, en fait, n'a pas de pouvoir d'achat. J'aimerais qu'on rappelle leur âge, mais en fait, ce qui fait aujourd'hui le succès de Shein, outre le fait que ça permet aux gens d'acheter plus, c'est que ça permet d'acheter tout court. Quand on regarde du coup les reportages faits dans la rue suite à l'ouverture du pop-up shop dans le Marais, la majorité des personnes qui font la queue pour entrer dans le magasin disent en fait, c'est le seul endroit où je peux acheter. Aujourd'hui, avec l'inflation, en fait, si on doit choisir entre pouvoir s'habiller et pouvoir payer ses factures d'électricité à la fin du mois, il ne faut pas s'étonner que effectivement la Gen Z, du coup, qui généralement est une génération qui n'a pas encore n'est pas encore entrée dans le marché du travail, n'a pas encore de véritable salaire, c'est normal qu'elle se tourne comme des marques vers Shein, qui du coup manque effectivement de transparence sur les sujets environnementaux, mais aussi sur les sujets de santé. Puisque Shein, on parle beaucoup de l'impact environnemental, mais on oublie de parler de tous les produits toxiques qui sont dans les vêtements, des conditions des travailleurs où on est à deux doigts d'avoir Rana Plaza numéro 2, et c'est quelque chose d'assez important. Et en plus du pouvoir d'achat, quand on parlait des influenceurs, il y a quelque chose aussi qui est de l'éducation en fait. Il faut s'intéresser à ces sujets, et s'intéresser à ces sujets n'est pas agréable, c'est pas confortable. Il faut justement sortir de sa zone de confort pour s'éduquer à ces enjeux. Et en fait, on ne peut pas estimer que tout le monde soit dans un état, on va dire, moral et physique, et soit à l'aise et prêt à se poser ces questions sur ces sujets de consommation et sur la façon dont il vit le quotidien. Vous avez raison. En fait, il y a tellement de Z, entre guillemets, et que la question du pouvoir d'achat, elle est fondamentale. Mais maintenant, le Z, ça commence maintenant, enfin, ça finit à 27 ans, donc ici. Mais quand même, un chiffre, le premier achat luxe se fait à 15 ans. Donc, il y a des Z à fort pouvoir d'achat, d'autres qui ne l'ont pas, hélas, et c'est normal, mais que c'est vrai que la justification numéro 1, pourquoi ne pas avoir cette consommation vertueuse, en tout cas, l'exemple anglais, c'est l'impact de l'inflation. Moi, j'avais une question à vous poser, du coup, Bicorp, donc là, vous êtes sur un modèle extrêmement inspirant, un symbole même, j'ai envie de dire, avec des maisons aussi emblématiques. Vous citiez Chloé, je pense à Nespresso, je pense à Lacoste aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Bicorp et son évolution aujourd'hui? Bien sûr. Alors juste une petite correction, Lacoste n'est pas Bicorp. Pas Bicorp, Lacoste? Et non. Aigle, pardon, autant pour moi, c'est Aigle. Voilà. Non plus. Ah, Aigle? Ah si. Désolée. Bientôt. Bah, c'est bizarre. Bon, bref, c'est étrange. Et avant de parler du coup de Bicorp, j'aimerais juste voir à main levée, parce que j'ai la lumière dans les yeux, mais combien de personnes parmi vous connaissent le label Bicorp? J'adore. C'est génial. Merci beaucoup magnifique. pour la lumière.
Donc le label B Corp, peut-être que j'aurais pas besoin de rentrer dans tous les détails puisque le public semble être assez alerte. Donc, aussi. Donc allez-y. Parfait. Donc c'est un label qui a été créé du coup à Philadelphie en 2006 par trois hommes entrepreneurs qui avaient décidé de monter une société de sneakers à l'époque. C'était un grand concurrent de Nike et en fait ils avaient une politique environnementale, sociale et sociétale qui était assez forte, assez engagée et ils avaient beaucoup de valeur. Sauf que le jour où en fait ils ont quitté cette entreprise, les nouveaux actionnaires ont un peu balayé du revers de la main tout ce qui avait été fait et en fait ils ont à partir de là eu un objectif, c'est-à-dire de créer une espèce de modèles, de cadres qui permettent aux entreprises de conserver les engagements, quels que soient les changements d'actionnaires. Donc c'est à partir de là qu'on va avoir du coup la naissance du label B Corp, qui est donc un label qui certifie des entreprises et qui reconnaît les entreprises qui répondent à des normes élevées sur les sujets environnementaux et sociaux. Et en plus du label, on va avoir du coup toute une communauté dont en fait l'objectif c'est pas d'être le meilleur du coup au monde, comme ça peut souvent être du coup l'envie ou l'ambition de certaines maisons de luxe, mais être meilleur pour le monde. Donc ça, c'était en 2006. Si on accélère un peu jusqu'à aujourd'hui, on est en 2023, il y a plus de 6500 entreprises qui sont certifiées à travers le monde. Et depuis la semaine dernière, on a dépassé les 300 entreprises certifiées en France. Voilà, donc une jolie progression. Et du coup, parmi cette communauté, comment se comporte le luxe, et on va dire peut-être par corps de métier. Donc on a cité la mode, je crois que ça se développe aussi fort sur des univers qui sont plus de l'ordre de la gastronomie, des champagnes et autres. Comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi simple? Alors, oui et non. C'est aussi simple dans la mesure où toutes les entreprises peuvent accéder au label parce que du coup on a un label qui fonctionne à partir d'un outil d'audit qu'on appelle le BIA, qui est un outil qui est transparent, donc c'est-à-dire qu'il est entièrement consultable en ligne et les résultats des entreprises sont publics et disponibles sur le site internet. C'est un outil qui est engageant puisqu'on va demander aux entreprises qui sont labellisées d'effectuer un changement de statut, à l'image du coup des engagements des sociétés à mission. Et c'est un label aussi qui est performant, c'est-à-dire que lorsque vous remplissez cet audit, on va avoir un nombre de points qui est calculé et c'est seulement à partir de 80 points qu'on peut du coup souscrire et candidater du coup à l'audit et à la certification. Et pour vous donner un peu une échelle de grandeur, une entreprise qu'on va qualifier un peu de classique, lorsqu'elle répond pour la première fois à l'audit, elle atteint généralement 50 points. Donc il y a encore une petite marge de manœuvre. Et si on va vraiment sur la composition de la communauté et en particulier sur du coup le secteur luxe, on va avoir pas mal d'entreprises qui sont effectivement sur la mode et la maroquinerie. Donc ça va être le cas de Chloé qu'on a évoqué. On va avoir Elvis et Kress en Grande-Bretagne. On va avoir aussi Gani, du coup qui est certifié B Corp et qui pour le coup a été 100% transparent et qui a créé un compte Instagram dédié à son processus de certification. Et après on va avoir du coup d'autres maisons qui sont plus sur les vins et spiritueux. Ce qu'il faut savoir sur les vins et spiritueux, c'est que c'est ce qu'on appelle une industrie sensible. Donc sur certaines entreprises, certaines industries, nous, on va avoir des exigences supplémentaires pour pouvoir autoriser ces entreprises à avoir le label, puisqu'elles vont devoir répondre à des normes qui sont plus élevées. Donc toute entreprise peut candidater au label, il n'y a pas de challenge spécifique au secteur du luxe, ça va être plutôt des challenges spécifiques aux industries sensibles. Et généralement, malheureusement, les entreprises du luxe sont souvent concernées par ces industries sensibles, puisqu'on va avoir forcément les vins et les spiritueux, on va avoir du coup les cigares, qui est quand même plutôt un produit assez luxe, on va avoir tout ce qui est fourrure, évidemment, et tout ce qui peut encore être utilisation du cuir ou joaillerie et diamants de synthèse. On a vu ce résultat, enfin ce mini-sondage de notoriété à 100%. C'est pas neutre, même si on est sur un sujet et sur un territoire qui est extrêmement sensibilisé. Comment vous expliquez la réussite, finalement, très peu de temps, de cette marque? Parce que vous êtes une marque. Comment vous expliquez qu'est-ce qui a fait la différence?
Je pense que la différence s'est faite au niveau des valeurs. C'est-à-dire que lorsque je parlais tout à l'heure de notre outil d'audit, qui est du coup, je l'expliquais, transparent, engageant et performant, tout ça, il y a aussi quelque chose qui est assez positif. C'est-à-dire que nous, on ne va pas comptabiliser de points négatifs. Quand les entreprises vont remplir l'audit, on donne que des points positifs, c'est-à-dire des bons points pour ce qui a été fait et ce qui est positif. On ne va pas donner des coups de bâton aux entreprises qui font des erreurs. Donc déjà, c'est une optique qui est assez différente et qui est assez complémentaire à des ONG ou à des militants ou à des activistes qui vont peut-être pointer du doigt et faire du name and shame sur ce qui ne va pas. Nous, justement, on est le pendant. On travaille de façon complémentaire. On ne se fait pas du tout opposition. C'est une dynamique, du coup, pour aller ensemble vers un même objectif. Mais c'est vrai que nous, on va plutôt reconnaître le positif et avoir aussi une image assez fun. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on compare à d'autres normes comme la norme ISO, nous, on peut facilement avoir au sein des entreprises qui sont certifiées des badges pour les employés en magasin qui sont, je suis fière de faire partie de la communauté B Corp, qui sera peut-être un peu moins le cas dans d'autres labels. Et c'est là qu'on revient du coup sur mon titre, sur lequel, Eric, tu as fait une remarque tout à l'heure, qui est que je suis effectivement responsable communauté. Nous, il y a quelque chose qui est très fort, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire que lorsqu'on rejoint la communauté B Corp, on est audité, on a le certificat du coup du label et on signe une déclaration d'interdépendance. Et là-dessus, je vais reprendre un adage, je pense, qui est assez connu, qui est si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et là, lorsqu'il s'agit de transformer l'économie, d'aller vers une économie qui soit plus long terme, qui soit moins actionnariale et qui prenne en compte l'humain et le vivant, il est indispensable de le faire ensemble. Sinon, en fait, on ne va jamais y arriver. Et aujourd'hui, il faut qu'on y arrive. Excellent. Et cet adage, c'est mon adage préféré. Donc merci pour ça. Surtout à FSC, où on a les ONG, les syndicats et les peuples autochtones, je peux vous dire que tout le monde n'est pas d'accord quand il s'agit de définir une norme avec ses différentes parties prenantes. Mais je crois que justement, c'est ça la force. C'est de réussir en fait à faire un pas vers l'autre, à essayer de comprendre les enjeux de chacun et ensemble de créer quelque chose. C'est comme ça qu'FSC s'est mis en place depuis 1994 et qu'on avance avec cette certification. Juste un tout petit mot sur ce qui a été dit sur la notoriété. Moi aussi, j'avais été super surpris. Alors, c'est un petit peu en exclusivité. C'est le 8 juin qu'on sort une analyse sur spécifiquement la notoriété de FSC partout dans le monde, fait par l'IFOP dans 45 pays. Hyper surprenant ce qui se passe en Asie, en Chine, en Corée et au Japon. En Corée, on a des influenceurs Pink Black pour ceux qui connaissent ou ceux qui ont des enfants qui peuvent connaître, qui à fond avec FSC. Ils sont à fond. C'est assez impressionnant. Et je suis d'accord que, enfin, bon, l'Europe, ça reste quand même le continent qui est peut-être le plus en avance sur ces enjeux-là. Je pense qu'on met 10 ans aux États-Unis par rapport à ces problématiques-là. Et les États-Unis arrivent à finalement être le continent en retrait un petit peu sur ces enjeux. Parler en plus du mouvement en ce moment anti-woke qui n'accélère pas. Ouais, alors pas que chez eux, malheureusement, mais voilà. Donc ça, je voulais revenir là-dessus. C'était vraiment quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qui va m'impressionner quand les chiffres seront officiels. Peut-être aussi sur le comportement d'achat. Je suis pas un spécialiste de ce secteur, mais quand on achète un produit qui a un prix très élevé, je pense qu'effectivement, ça va ensemble. Je me demande s'il n'y a pas un effet un peu péché au moment de l'achat. Ça me coûte cher. Et ça a peut-être de l'impact sur l'environnement. Et bon, me coûter cher, c'est le principe du produit. Donc, on va peut-être pas baisser le prix. Mais par contre, j'ai peut-être envie un petit peu de diminuer mon péché en étant sûr que j'ai pas eu cet impact sur l'environnement, sur le social, droit des travailleurs, on en a parlé, etc. Et il me semble, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un sondeur, mais il me semble que ça, c'est un élément majeur à prendre en compte aussi dans la réflexion sur l'acte d'achat. Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, mais je pense que c'est un point assez important. Peut-être ce que vous disiez avant sur le fait de travailler sur tous les éléments de la chaîne de valeur. J'insiste un petit peu là-dessus. Je pense que c'est vraiment la sortie de la zone de confort, en fait, pour les entreprises. C'est le scope 3. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est ce que font d'autres.
c'est la chose sur laquelle on a le plus le mal à agir. Scope 1, scope 2, bon, on commence un peu à régler les choses pour soi-même, mais que font les autres, quoi. Et c'est le grand souci. Rana Plaza, c'est triste, etc. Mais il faut qu'on avance en fait maintenant. Enfin, le Rana Plaza, ça fait quand même 10 ans, 15 ans. Je pense qu'on s'améliore, mais clairement, c'est là l'enjeu en fait. L'enjeu, il est là. Et juste pour rebondir aussi sur les technologies complètement en phase, c'est-à-dire que soit on s'y met tous, soit on s'y met pas hein, sur les blockchains, parce que sinon il va y avoir des trous et donc les données peuvent pas passer de quelqu'un à un autre. Donc je pense que c'est une combinaison des deux. Il restera de l'humain. Enfin bon, alors ça c'est ma petite faiblesse, c'est que je crois beaucoup en l'humain. Donc je pense qu'il restera de l'humain pour faire les choses, pour faire les contrôles notamment. Pour ce qui concerne FSC, et ça sera complémentaire en fait d'outils numériques. À FSC, on met en place des blockchains, on y va en mode pilote sur certains pays à risque, type, si je dois les nommer, Chine et Roumanie, pour voir un petit peu comment ces choses-là peuvent fonctionner, des audits de plus en plus numériques, et on rêve, pourquoi pas, d'avoir des produits avec des QR codes où on est capable de retourner jusqu'à la forêt pour pouvoir raconter l'histoire de la forêt. Ça, c'est un peu compliqué. Sur du bois d'œuvre, excusez-moi pour le terme technique, mais ça va être typiquement des marches d'escalier, des poutres, etc. On peut aller assez facilement jusqu'à la forêt. Sur tous les produits type... sur le bouchon aussi, on y va facilement, parce que c'est pas compliqué, c'est produit au Portugal. Sur d'autres produits type viscose, type panneaux, donc viscose pour les vêtements, panneaux de particules qu'on peut retrouver sur des podiums, typiquement. Ce genre de produits sont beaucoup plus complexes. C'est beaucoup plus dur de retourner jusqu'à la forêt d'origine géographiquement en fait. Donc là, il y a un vrai challenge en fait avec le numérique, pourquoi pas pour agréger des données. Et c'est ce vers quoi on va avec le règlement sur la déforestation importée, qui va donc devoir être appliqué à fin 2024, qui demande géolocalisation de toutes les forêts, d'où vient le produit. Je pense que dans la réalité, ça sera très compliqué jusqu'au consommateur, mais ces choses-là vont avancer et vont nécessiter de plus en plus de numérique de toute façon. La déforestation, ça fait peur dans les Alpes. Ouais, et Étant beaucoup une partie de ma vie dans les Alpes, nos forêts sont en train de se réduire et de façon assez inquiétante. Alors, il y a des phénomènes de virus et ainsi de suite, mais... Deux mots rapidement sur déforestation et dégradation. En fait, c'est un terme aussi qui est dans le règlement. Déforestation, c'est la conversion d'une forêt pour un usage agricole, pour la faire courte, ou pour la construction d'une route, etc. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit en Amazonie, c'est les images qu'on a à la télé, c'est des trucs qui nous révulsent un peu. C'est un phénomène réel, particulièrement dans des zones particulièrement intéressantes pour la biodiversité ou pour le captage de CO2 comme l'Amazonie. Le bassin du Congo un peu moins, et l'Indonésie, ça a été beaucoup le cas, ça a l'air de se calmer un petit peu, ça a été beaucoup le cas lié à l'huile de palme. Donc ça, c'est les 3 grandes zones tropicales. On peut aussi parler des grandes zones boréales, hein, Canada, Suède, Russie. Où il y a aussi beaucoup ces enjeux-là. On oublie un peu parce que ça fait moins peut-être rêver pour un reportage de télé, mais il y a aussi des enjeux là-bas. Et puis la dégradation. La dégradation, finalement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir sous la canopée parce qu'il y a de plus en plus d'images satellites. Le règlement sur la déforestation importée le met en place. Nous, à FSC, on cartographie toutes les surfaces forestières certifiées FSC, mais c'est pas par la cartographie, c'est pas par le satellite qu'on voit ce qui se passe. La gestion forestière, c'est hyper complexe. C'est des enjeux, c'est des gens, faut juste se rendre compte que ces gens qui font ça, pour moi, c'est des dieux. C'est-à-dire, c'est des gens qui savent déjà toutes les essences d'arbres, je suis pas capable en fait, qui savent quel arbre va avec quel arbre a un trou et donc est capable d'accueillir un tel oiseau qui est utile pour la biodiversité. C'est hallucinant, ces gens-là. Et ça, c'est pas les satellites ou du numérique qui vont réussir à nous le faire. Humain. Ça va être des humains. Et juste un dernier point, un point très important qui est dans notre certification depuis 1994 et qui vient enfin, merci, d'être intégré par le règlement européen sur la déforestation importée impliqué en 2024, c'est la notion de conversion. Donc c'est la transformation d'une forêt naturelle, à définir ce qu'est une forêt naturelle, mais conversion d'une forêt naturelle en forêt de plantation. Ça, c'est comme ça que la dégradation est définie. Nous, on va bien plus loin avec beaucoup plus d'éléments sur la définition de dégradation. Mais déjà, c'est super bien que dans la loi, on mette ça, qu'on reconnaisse qu'en fait, que transformer une forêt naturelle où il y a beaucoup de biodiversité en forêt de plantation où on fait juste de la production, ce qui est très bien la production, hein. C'est mieux d'avoir du bois que du béton ou du plastique pour nos chaises. Mais c'est pas la même forêt derrière. En fait, c'est plus une forêt, c'est une plantation. Donc ça, c'est des choses aussi qui évoluent et qu'on essaie de faire avancer de notre côté.
Oui, j'aimerais juste rebondir du coup quand vous parliez des forêts, mais c'est vrai que quand on parle de transparence, on parle aussi de communication. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a parlé du coup des lanceurs d'alerte et on peut aussi parler des médias. Et c'est vrai que sur le sujet spécifique des forêts, il y a cette semaine, je crois que c'est dans Libération, je ne sais pas si j'ai le droit de dire de nom, mais une enquête sur l'état des forêts en France. Parce qu'en fait, quand on parle de nouveaux récits, il y a aussi une différence à faire entre les nouveaux récits qui sont racontés et qui concernent des pays qu'on ne voit pas et les nouveaux récits qui concernent nos territoires. Parce que c'est difficile de s'inquiéter d'un environnement ou d'un arbre qu'on ne voit pas. Quand on ne voit pas, on ne peut pas y penser, on ne peut pas s'en inquiéter. Mais bien sûr. Juste pour compléter là-dessus, on avait dans les années 80 les images de Greenpeace qui nous montraient, vous savez, ces images où on voyait des arbres tropicaux qui étaient abattus et c'était vraiment caricature, c'est pas le mot parce que c'était une réalité, mais ça permettait de mobiliser le citoyen en fait sur ce qui se passait réellement à l'autre bout du monde. 2017, c'est la date de la sortie d'un bouquin d'un Allemand dont j'oublie tout le temps le titre. Donc je ne vais pas vous le trouver. C'est un gestionnaire forestier qui a sorti un bouquin qui a été lu par 1 million de personnes en Allemagne, 400 000 en France, et qui a fait en fait date sur le fait d'expliquer que en fait il y a aussi le sujet forêt chez nous, à côté de chez nous, en sortant de chez nous. Et nous, quand on va se balader, il y a des sujets forêt en fait qui de plus en plus prennent une place dans les médias assez hallucinante en fait. J'allume ma télé, je vois un sujet forêt en fait, et forêt à côté de chez nous, plus les forêts tropicales. Donc toutes les forêts deviennent un enjeu maintenant médiatique aussi. Et plus que les forêts, en fait, ça va être l'ensemble du territoire. Et quand on revient, du coup, pour le coup, je vais revenir sur le label Bicorp. Notre label, du coup, dans le processus d'audit, se base sur 5 piliers. Un pilier gouvernance, un pilier collaborateur, collaboratrice, un pilier environnement qui intègre, du coup, l'environnement au sens large, c'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement climat et carbone, on parle préservation des forêts, restauration de la faune et de la flore. Et on a aussi un pilier qui est sur tout ce qui est collectivité, c'est-à-dire les relations que les entreprises ont avec leur territoire, ont avec leur environnement, ont avec les associations et les citoyens au niveau local. On parle de récits, en effet. On voit la force de vos labels. Enfin, voilà, vous citez la Capop ici. Comment vous réagissez voilà, l'exemple de Bicorp, quand une marque, c'est un Graal, vraiment, ici, il y a une énorme communication corporate sur le sujet. Comment vous... C'est une bonne chose? Est-ce qu'il y a une limite à ça à un moment donné? Comment vous voyez... Alors c'est vrai que c'est toujours vous voyez, un grand événement, c'est quelque chose qui est extrêmement positif, ou vous avez une vigilance par rapport à ça? On essaye de garder une vigilance, et j'en parlais tout à l'heure quand j'ai pu rencontrer du coup Aurélien, mais effectivement il y a une différence pour nous, nous étant Bilab France, donc l'association ONG pour laquelle je travaille, entre les entreprises qui communiquent sur Bicorp et qui communiquent comme une Bicorp. C'est-à-dire que communiquer sur sa certification, c'est une chose, communiquer comme une entreprise certifiée Bicorp, c'est-à-dire avec humilité, avec transparence, avec un sens de la mesure, c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. Et à l'ère du coup du washing, que ce soit le greenwashing, le pinkwashing, le purplewashing, le purpose washing, enfin il y a des washing dans tous les sens. Pour nous, c'est très important de garder ces valeurs et de créer un cadre et de créer du coup des pistes de réflexion, mais aussi des pistes de solutions. C'est-à-dire que si on revient à la notion de communauté, donc nous au niveau France, on a un groupe de travail pour les entreprises intéressées sur la communication responsable qui du coup se pose des questions sur comment je communique par exemple sur ma neutralité carbone. Est-ce que je peux communiquer sur ma neutralité carbone si je mesure que le scope 1 et le scope 2 ? Là, on essaye de les challenger et justement de les pousser à aller vers un peu plus de transparence et une performance et des normes plus exigeantes. Et on va avoir aussi, au sein de la communauté, on essaye de mettre en place tout ce qui est de peer review, c'est d'avoir des entreprises qui conseillent d'autres entreprises sur leur stratégie de communication, mais aussi d'essayer de partager des bonnes initiatives au sein de la communauté. Donc dans les bonnes initiatives, ça va être le cas par exemple de Veja, et sur le site de Veja, il y a une partie limite et ils sont très transparents sur toutes les limites de leur projet. C'est-à-dire que par exemple, ils reconnaissent que oui, à une époque, il y avait du cuir végétal, la qualité n'était pas assez bonne pour eux, ils ont renoncé au cuir végétal, ils ont repris du cuir plus traditionnel, mais aujourd'hui, ils travaillent avec des laboratoires pour créer une matière qui leur convient. Pareil sur du coup le transport, puisque du coup c'est du caoutchouc qui vient du Brésil, et ils reconnaissent sur leur site d'utiliser majoritairement du transport en bateau,
mais parfois il y a du transport en avion. Et c'est ça aussi qu'on demande aux entreprises lorsqu'elles communiquent comme une B Corp, c'est de pouvoir communiquer avec transparence, humilité, de reconnaître qu'en fait, personne n'est parfait. Et on ne vous demande pas d'être parfait quand vous rejoignez la communauté ou quand vous candidatez au label. On vous demande d'être honnête, d'être humble et d'être plutôt motivé justement à aller vers cette forme de perfection pour justement qu'on puisse changer un peu les choses. Mais que vous soyez parfait, c'est OK, personne ne l'est. Merci Sarah. Je pense que pour moi, ces valeurs sont vraiment importantes pour les entreprises qui aujourd'hui sont confrontées à un gros défi. C'est qu'effectivement, face au greenwashing de avant et les nouvelles réglementations qui sont mises en place, que ce soit le UK Green Claims Code, la réglementation européenne ou aux États-Unis, pareil, le FTC Green Guide qui est en train d'être revu. Aujourd'hui, voilà, il y a des exigences pour pallier aux abus d'avant, donc en termes de vérification de véracité, etc. Mais on a un autre phénomène, celui du green hushing, donc qu'on connaît bien maintenant, où les entreprises ont maintenant très très peur de parler. Et là, je pense que c'est tellement dommage parce qu'on va perdre en fait toute cette conversation, cette volonté d'être imparfait, mais de montrer, parce que ça tire les autres vers le haut. Et ça, c'est vraiment important. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive très rapidement à dépasser tout ça, à avoir les bonnes conversations avec les dirigeants de l'entreprise. Aujourd'hui, ce sont des décisions qui sont prises maintenant à des très hauts niveaux, mais vraiment d'en parler, de bien analyser les risques. Et je pense que si on fait les choses bien, il faut avoir le courage de parler, parce que c'est important de ne pas se taire. Mais le risque on peut perdre sa certification du coup B Corp comme FSC. Et est-ce que est-ce que c'est rare? Et est-ce que vous avez vu l'impact que ça peut avoir? Parce que je me dis, voilà, je suis B Corp, je perds, donc j'ai beaucoup communiqué, puis je le perds. Ça peut être catastrophique pour une image de marque. Ça peut être catastrophique, mais de mon expérience chez Bilab France, en France, on a perdu très peu, voire à la marge, depuis l'existence du label en France. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que les entreprises sont dans la communauté, elles y restent. Elles ne partent pas. Ouais, pour ce qui concerne FSC, en fait, il y a deux choses. Je vous disais, il y a la certification forêt, la certification de traçabilité, et après, le dernier utilisateur qui pourrait être vos entreprises, a priori. Quoique, on a des entreprises qui ont la certification, comme Cézanne, par exemple, qui a fait ce choix d'être sur la certification. C'est un peu technique, mais la dernière entreprise, en fait, va utiliser des produits finaux et va venir vers nous pour s'assurer que l'usage de la marque est bon. Et ça fait partie du greenwashing. On a eu des entreprises de tout type, et là je ne vais pas encore dire que c'est le luxe parce que c'est pas vrai, qui disent on a un produit FSC super et qui l'annonce partout, sauf que personne n'a pu voir s'il l'était vraiment. Donc ça, il faut revenir vers nous pour qu'on puisse vous dire s'il l'est vraiment, si votre fournisseur vous a vraiment fourni un produit FSC, parce que sinon vous prenez des risques. Hein. C'est une marque déposée FSC, le greenwashing, les ONG qui sont autour, elles n'aiment pas trop ça. Donc ça c'est une chose. Juste sur les... nous, on a des entreprises certifiées. On en sort régulièrement. Je n'ai pas les données, mais c'est très régulier avec 55 000 entreprises certifiées dans le monde. Il y en a quelques-unes qui se font sortir assez régulièrement. Et on a mis un autre garde-fou qui pourrait être peut-être intéressant pour B Corp. C'est qu'en fait, une entreprise, un gestionnaire forestier qui a une forêt certifiée exemplaire peut avoir par ailleurs d'autres forêts qui ne sont pas certifiées FSC. Et ben, ces forêts qui ne sont pas certifiées FSC, par définition, elles ne sont pas auditées. Et nous, on a un système d'alerte avec tous nos réseaux d'acteurs. Je vous disais qu'on a des ONG autour de nous. Il y a des journalistes aussi qui peuvent faire remonter l'info. Pourquoi pas des concurrents aussi qui trouvent que, tiens, il a fait des trucs bizarres, c'est pas chouette. Un syndicat de travailleurs qui va nous dire, mais il a fait n'importe quoi dans cette forêt. Et donc, on a des critères, y compris pour les forêts qui ne sont pas certifiées pour cette entreprise. Et s'il a dépassé ces critères, il se fait sortir. Et pour la petite histoire, je ne vais pas citer de nom parce qu'on n'est pas dans le name and shame, on a une grande entreprise du papier, une très grande entreprise du papier, qui s'est fait sortir de la certification FSC en 2007. L'impact pour elle est énorme. L'impact pour elle est énorme et elle cherche à revenir dans la certification FSC pour avoir le marché européen. Parce que tu perds la certification FSC dans le papier, tu perds le marché européen à minima. Il semblerait que bientôt, ça va être aussi un problème en Asie.
Du coup, ils essayent de revenir depuis 2007, mais on leur dit où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Donc il y a tout un parcours un peu du combattant. Donc l'idée, c'est quand même de bien faire les choses pour ne pas la perdre, quoi. Et là-dessus, je peux confirmer que chez du coup Bilab, on a aussi un système qui s'assure du coup de la bonne certification des structures, puisqu'on parlait de structures qui disent être certifiées mais qui ne le sont pas. Donc nous, vu que toutes les informations sont transparentes et en ligne, si un jour vous vous posez la question, il suffit de taper Find a B Corp sur Internet et vous pouvez retrouver du coup toutes les informations sur l'entreprise concernée, son score global, son score par pilier et les rapports de transparence si jamais c'est une structure qui opère dans des industries sensibles. Et concernant les lanceurs d'alerte, effectivement, on a aussi tout un processus pour que tout consommateur ou consommatrice puisse envoyer un message et puisse faire remonter du coup aux auditeurs des informations sur une entreprise sur laquelle il peut y avoir des soucis. Et le label, en fait, c'est un label, on ne l'obtient pas à vie. On le renouvelle tous les 3 ans. Tous les 3 ans, on doit refaire le processus, c'est-à-dire qu'on n'est pas Bicorp une fois tous les 3 ans, on arrête de travailler, on se frotte les mains et on s'assoit au fond de son siège. Non, on est Bicorp tous les jours pendant 3 ans. Tous les jours, on prépare la recertification suivante pour justement rester dans la communauté et ne pas en sortir. Et à ce moment-là, au moment de la recertification, on fait remonter toutes les informations ou toutes les données de lanceurs d'alerte qui ont pu être transmises pour justement les soumettre à l'entreprise si on juge que c'est pertinent et dire on a reçu cette information telle année, où est-ce que ça en est, est-ce que vous avez progressé, est-ce que vous avez pris en compte les différents reproches ou les différentes remarques qui ont pu nous parvenir. Juste pour compléter, exactement le même système. Toutes les entreprises sont certifiées sur une plateforme avec les audits en ligne, etc. Audits tous les ans, etc. Simplement, la petite difficulté qu'on a pour les entreprises que je qualifie de fin de chaîne, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser ces produits qui n'ont pas besoin d'être certifiés, mais qui veulent communiquer sur le fait qu'ils ont utilisé ces produits-là. La difficulté, c'est l'organisation en interne. Pour ce qui nous concerne, nous, parce qu'en fait, on a des gens qui ont envie de faire, et c'est pas une mauvaise volonté, hein, c'est pas pour gruger sur le fait ils ont envie de montrer qu'ils ont fait bien en achetant du FSC. Simplement, ils sont pas forcément organisés en interne. Je pense qu'il y a une organisation avec les acheteurs qui doivent être en capacité de s'assurer que le produit est certifié FSC. On a toutes les bases de données, on a tous les éléments pour le faire, mais est-ce qu'on le sait vraiment? On le sait pas trop. C'est pour ça qu'il faut revenir vers nous pour qu'on puisse expliquer ça. Et puis après, faire le lien entre l'acheteur et la com. Pour que l'acheteur puisse assurer à la com que c'est bien un produit FSC et qu'il peut y aller sur sa com, quoi. Donc il y a cette organisation interne quand même qui est importante au sein de l'entreprise et évidemment le responsable RSE qui a une stratégie et une vision au départ en lien avec son directeur. Mais ça, c'était en amont. Et sur la transversalité, je pense que c'est quelque chose qui est plus large sur le sujet de développement durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense au développement durable dans les entreprises, on va avoir un petit pôle avec généralement plusieurs personnes, généralement dirigées par une femme, parce qu'il faut reconnaître la répartition genrée lorsqu'il s'agit du développement durable, et qui est généralement pas forcément en lien avec la communication. Donc c'est aussi un sujet au sein des entreprises que le sujet développement durable, le sujet des labels et le sujet de la communication responsable soient bien présents à tous les niveaux. Sinon, on va avoir du coup un département développement durable qui sait comment parler de ces sujets et un département communication qui n'est absolument pas au courant. Et du coup, si on ne s'assure pas vraiment de la transversalité du sujet et du coup du fait que le sujet est bien présent à tous les échelons de l'entreprise, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'avec Elisa Tronel, je crois qu'elle est dans la salle, on a créé à la Paris School of Luxury justement un master communication, marketing du luxe dédié, en tout cas centré sur la transformation environnementale. Parce ce qui est rassurant, c'est qu'on est dans la transparence, on a vu quand même qu'il y a un génie de la délation française encore qui est encore là. Hein. Je vous entends un peu entre concurrents un petit peu. D'ailleurs, question avant de vous laisser la parole, je suis sûr que vous avez plein de questions publiques de plus en plus nombreuses, donc ça c'est bon signe. Je voudrais terminer avec toi sur le passeport produit. On en a parlé, et de penser à deux entreprises très différentes l'une de l'autre. Donc, dans l'univers horloger, déjà, on a une marque comme Breitling qui vraiment est très innovant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce passeport? Qu'est-ce que ça apporte? Et au-delà, donc, dans un autre groupe, je pense aussi à l'Europiana qui s'ouvre du coup à la blockchain pour quelque part démontrer la qualité des produits de l'Europiana. Comment tu vois ces mouvements? On est sur des choses qui sont extrêmement pérennes, avec vraiment du fond derrière?
Alors bon, je ne suis pas sûr d'être très objectif, parce que Breitling, c'est nous qui les accompagnons, donc je vais évidemment... Alors donc tu sais très bien ce qu'il y a dedans. Donc déjà, qu'est-ce qu'il y a dans le passeport produit Breitling? Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est vraiment très intéressant. Ils vont très loin, Breitling, sur les 3 aspects que je donnais tout à l'heure, transparence, circularité, relation client. Et ils prennent vraiment toutes les fonctionnalités permises par un passeport produit qui est mis sur une blockchain publique pour accélérer sur ces 3 éléments. Alors, sur la partie transparence, ils ont sorti la première montre complètement transparente. C'est la Chronomat 38, je crois. Donc, ils ont utilisé le passeport produit pour porter les éléments de cette transparence et les communiquer de la façon la plus digeste et claire aux clients. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Et on y trouve l'origine des matières, mais surtout, on y trouve l'audit de SourceMap, qui est un tiers, qui est venu vérifier cette supply chain, vérifier ces dires-là, et qui est venu dire, voilà, tout ce qui est dit là-dedans, on l'a validé. Et donc, dans ce cas-là, vraiment, le passeport produit, c'est le véhicule de cette information. Et ce qui est intéressant, c'est le tiers qui valide une supply chain qui n'est pas maîtrisée. Je crois que dans le cas de l'Europiana, si j'ai bien lu ce qu'ils font sur le sujet transparence, ce qu'ils disent, c'est comme on maîtrise 100% de notre ligne, et donc on vous la communique comme ça. Je pense que la communiquer aurait suffi. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de rajouter une blockchain au milieu? C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'amont. Donc, première chose, c'est transparence. La deuxième chose, c'est la circularité. L'horlogerie, c'est une part colossale de la valeur du marché de seconde main. C'est bien au-delà de 50% de la valeur des échanges. Donc c'est très normal, c'est très habituel. Une montre, elle change de main. On a vraiment envie, quand on l'achète, de préserver sa valeur, etc. Donc ce que fait Breitling, c'est de conditionner en fait à ce passeport digital, d'en faire une preuve de propriété, mais aussi une clé d'accès numérique qui, lorsqu'on la possède et qu'on connecte son coffre-fort digital, eh bien, on permet d'ouvrir les services de seconde main. Donc, on a accès à une évaluation de la valeur de la montre en direct, on a accès à des services facilités de trade-in auprès de la communauté des utilisateurs Breitling, mais on peut aussi revendre sa montre directement à la marque. Donc, tout ça est largement facilité. Là où c'est, et puis ensuite, il y a le troisième aspect qui est l'aspect relation client. Quand on ne connaît pas toujours ses clients. Même, on peut connaître ses acheteurs dans le retail, mais on voit qu'il y a de plus en plus de guest checkout sur les sites Internet. Il y a dans le luxe énormément de cadeaux, bien sûr énormément de seconde main. Donc l'idée, c'est utiliser cette nouvelle forme de données numériques, ce passeport digital, comme l'objet de la relation client. Et donc aujourd'hui, sur le site de Breitling, on peut soit se connecter et créer un compte, soit juste se connecter avec son passeport digital et avoir un guest passport account dans lequel on est reconnu que comme, de manière pseudonymisée, comme possesseur de cette donnée et accéder au début des services. Alors évidemment, si on veut aller dans le club, il faut en dire un peu plus, il faut se connecter, etc. Donc ils vont vraiment très très loin. Et si vous êtes intéressé pour creuser, Antonio Carriero, qui est le Chief Digital Officer de Breitling, a publié tout le slide deck de sa stratégie sur son LinkedIn, où il explique de A à Z comment il traite transparence, circularité et relations clients avec toutes les possibilités. C'est vraiment hyper intéressant. Et chez Ariani, on a une partie de notre technologie, le cœur de notre technologie, qui est open source. Donc on a tout publié, tout le code est publié, et on partage la gouvernance de ce code avec les marques qui travaillent avec nous. Et donc hier, il y avait notre assemblée générale, et Antonio était là, il a présenté ce slide deck. Et ce qu'il a dit aux marques, et je pense que ça vaut pour tout le monde ici, c'est que chaque ligne de code, chaque élément, la moindre chose que vous pouvez voir chez Breitling qui vous intéresse, la porte est ouverte chez eux, vous pouvez les appeler, ils vous donneront le code source, ils vous expliqueront comment ils l'ont fait, ils vous permettront de l'utiliser. Ce qui est une façon d'être ouvert et d'avoir envie de proposer qui est vraiment hyper intéressante. Donc, regardez ce slide deck et puis appelez-le directement si vous avez envie d'aller visiter ou d'avoir des bouts de code ou de fonctionnalités, il vous les donnera. La boucle est bouclée sur la transparence. En tout cas, on ne peut pas être plus transparent. Un grand merci à tous. Je retiens quand même un mot parce que le sujet était luxe. C'est vrai que si on prend comme postulat la notion de décroissance, aujourd'hui, aucun groupe de luxe n'est dans la décroissance. Clairement. Alors, voilà, bien sûr. Et alors, la régénération, oui, beaucoup.
C'est vrai que c'est un territoire énormément occupé par LVMH, cette notion de régénération. Et finalement, l'un des seuls créateurs qui en a parlé, cette notion presque de décroissance, c'est Monsieur Armani. Je me rappelle au début de crise Covid en disant est-ce qu'il ne faut pas un petit peu, entre guillemets, ralentir la machine. Aujourd'hui, on peut dire que le luxe ralentit et quand il fait une croissance pas à 10 et à 5, il perd 30 milliards en bourse. Voilà, bref. Sur cette conclusion misanthrope, je vous souhaite un excellent... Merci à tous, c'était passionnant. Merci pour vos questions. Et on se retrouve cet après-midi, entre autres avec le comité Colbert. Merci à tous.